Toi qui as tout d'une encyclopédie sur pied en ce qui concerne la vie dans les bas-fonds, t'as entendu parler des deeders? Ouais, bien sûr, il y en a deux qui ont voulu me vendre une dose ce matin. Non, pas des dealers, des deeders. D-E-A-D-E-R-S. Non, Charles, inconnu au bataillon. Regarde l'enregistrement. Une communauté qui vit dans la pauvreté, la dévotion et la ferveur. Une vie de prière semblable à celle des premiers chrétiens. Ce jour-là, à la tribune, un capucin qui arrive du Vatican, envoyé tout spécialement par Rome pour soutenir la communauté. I am the way. Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration de la saga Hellraiser avec son 7e volet toujours réalisé par Rick Botta. Aujourd'hui, on s'attaque à Hellraiser Deader. Nous sommes en 2001. Neil Marshall Stevens essaye de se faire une place à Hollywood. Après avoir réalisé le passable Stitches et scénarisé le remake du sympathique 13 Fantômes, le monsieur enverra ses scripts un peu partout et l'un d'entre eux tombera entre les mains des frères Weinstein. La trame mettait en scène un journaliste enquêtant sur une secte ayant pour objectif d'obtenir l'immortalité. Tim Day, ayant déjà opéré sur le script du précédent volet, vient réécrire tout ça afin de l'incorporer à la saga Hellraiser, malgré le projet d'origine d'une suite de Hellseeker qui mettait en scène l'affrontement final entre Kirsty et Pinhead. Affrontement qu'on pourra découvrir dans les comics édités par Boom Studio en 2011, ainsi que dans le court roman Hellraiser The Tool. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Si cette histoire de scénario remanié pour faire partie de la saga Hellraiser est semblable à la production de Hellraiser Inferno, les frères Weinstein l'ont aussi remarqué à l'époque, et vont naturellement envisager de reprendre Scott Derrickson derrière la caméra, avant de se rabattre sur notre très cher Rick Botta, qui réemplira non pas pour un film, mais bien pour deux. Car pour faire des économies, le tournage est délocalisé en Roumanie, où seront tournés coup sur coup Hellraiser Deader ainsi que Hellraiser Hellworld. À la bonne heure. Nous faisons donc la connaissance de notre nouvelle héroïne du jour, Amy Klein. Une journaliste d'investigation, meilleur élément de son journal, mais tête brûlée de première, ce qui l'a fait virer du New York Post à l'époque. Son patron, ayant le même parcours et cultivant avec elle une relation ambiguë, lui confie alors la mission d'enquêter sur un groupe d'individus nommés les Deaders, dirigé par un gourou nommé Winter. Direction donc la Roumanie, où Amy fera la découverte des bas-fonds de la capitale, et rentrera en contact avec la secte, tout en mettant la main entre-temps sur une configuration des lamentations. Un programme chargé en l'occurrence, dont on devine déjà la conclusion. Bénéficiant d'1 million de plus que le budget du film précédent, l'on ne peut pas dire que cela se voit à l'écran. Si l'idée de situer l'action à Bucarest permet au film d'avoir des décors froids et sombres, force est de constater que ni la photographie ni la réalisation arrivent à les mettre en valeur et trahit donc sa nature de film sorti directement en DVD. Le scénario est quant à lui du même calibre. S'il paraît alléchant au premier abord, reprenant des idées du film 8 mm avec son détective privé engagé sur une enquête avec comme base une vidéo, ainsi que d'autres de l'expérience interdite, avec ses étudiants en médecine défiant la mort qui se retrouvent victimes d'hallucinations suite à leur pseudo-résurrection, 2 films réalisés par Joel Schumacher. Oui, le mec qui a réalisé Batman Forever et Batman et Robin. En voilà une coïncidence. Donc, malgré un pitch intrigant, le film se prend très vite les pieds dans le tapis, et dès le moment où l'héroïne ouvre la boîte, il commence à faire du surplace, avec des scènes qui se veulent tendues à première vue, mais qui tournent presque comiques. Je pense en l'occurrence à la scène où Amy se retrouve avec un couteau planté dans le dos. Je pensais qu'elle allait se casser la figure dans son propre sang lors du premier visionnage. L'on notera le passage dans le wagon du métro, censé montrer un univers décadent, mais qui ressemble plus à un empilement de clichés, avec en bonus des tétons pour retenir l'attention du spectateur prépubère. Et ces différents plans nous présentant ces divers fêtards m'ont vachement fait penser à Cabal. Mais le Cabal du pauvre. N'est pas Clive Barker qui veut. Et qui est, rétrospectivement, un cliché de film du début des années 2000. Ça et les pseudo-ralentis et accélérés déjà présents dans le précédent volet, qui finissent par enfoncer le clou.
Et quant aux Cénobites, ils sont là. Pas beaucoup en dehors de Pinhead, qui fait quelques petites apparitions, et leur arrivée à la fin nous laisse deviner le dénouement de cette histoire, en plus de nous faire lever les yeux au ciel. Mais ça, on en reparle juste après. Bon, si jusqu'ici je me retiens de vous dévoiler l'intrigue du film, je vais à partir de maintenant spoiler l'intégralité du scénario. Donc si vous voulez vous préserver pour ce chef-d'œuvre, rendez-vous à ce timecode. Alors, ce 7e opus nous fait découvrir une nouvelle faction en guerre contre Léviathan, les Deaders. Et soyons honnêtes, le film est vraiment pas clair à leur sujet. Ils sont dirigés par un certain Winter qui se révèle être un descendant des Le Marchand. Un Le Marchand qui n'a pas l'air d'avoir reçu le mémo sur ce qu'est la boîte, car il l'a décrit comme un cadeau laissé dans leur monde afin de tromper la mort et permettant d'être transportés dans un monde de plaisir infini. Alors on peut penser que c'est un descendant corrompu, voulant se créer une armée afin de prendre la place des Cénobites aux côtés de Léviathan, en se tuant et ressuscitant afin d'être imprenable par les prêtres de l'enfer. Mais la fin nous montre bien que tout ce plan n'a servi strictement à rien, vu que Pinhead les exécute sans aucune difficulté, avec, en bonus, une reprise toute pourrie de la technique du crochet en mode la chenille de Hellraiser 3, saupoudrée d'une réplique gaguesque pour achever le spectateur. J'imagine que certaines et certains se disent que je fabule sur le but de Winter, mais c'est ce que j'ai compris à travers une réplique de Pinhead. When you attempted to live beyond death, you entered into my domain. Piétiner, juste après un plan sur les pieds de Winter. C'est un gag ou c'est juste là pour la continuité de la saga? Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Bref, en plus de ce plan foireux made in Le Marchand sans charisme, il se trouve que Amy est la clé de tout. Parce que ta gueule, c'est Hellraiser, Pinhead la désigne comme la guide des Deaders, celle dont ils ont besoin pour traverser la dimension des Cénobites. Alors que chacun sait que dans cet océan de médiocrité que sont les films Hellraiser post-Inferno, seul Pinhead est... I am your redeemer. I am the way. This is the way. This is the way. This is the way. Pardon. Tout ça pour dire que son statut d'élu sort de nulle part, Winter précise bien qu'il l'a choisi lorsqu'il la rencontre. Amy Klein, You know me. I chose you. Et pendant ses multiples hallucinations, Amy pose la question à Marla, qui lui répond So he's been on this quest for years, searching for that one mythical person. The one person willing to both join us, and you can solve the puzzle. That wasn't me. Maybe it's Amy Klein. Que voulez-vous que je rajoute de plus? On tiquera aussi sur le fait que le simple lancer de cube de Amy à la fin ouvre la configuration des lamentations, mais c'est là uniquement pour le côté pseudo-spectaculaire de la scène, car on le sait depuis le premier volet, une fois qu'un individu a ouvert la boîte, les Cénobites ne repartent pas dans leur dimension sans avoir récupéré leur victime. Fonctionnement que Amy contrecarre d'ailleurs en se donnant la mort, ce qui a l'air de bien contrarier Pinhead. En parlant des Cénobites, même eux font un peu cheap dans ce film. Je veux dire, mis à part Pinhead qui reste soigné visuellement, les autres, c'est service minimum. Hein. On retrouve des visages, si je puis dire, déjà vus auparavant, mais mis à part leur tête qui reste détaillée, ils ont une combinaison en cuir intégral. C'est d'un triste. Et même la nouvelle venue, hein, Little Sister, elle a droit à un pauvre plan dans le métro avant de finir comme simple figurante lors du final. Mais quel gâchis, quoi! Et aussi, arrêtez de faire sourire Pinhead. Enfin si, on peut le faire, mais attention à la manière dont il est éclairé à ce moment-là. Car sur ce plan-là, ça lui fait une de ses têtes. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Alors, si l'envie vous prend de vous procurer légalement ce film, il est sorti en DVD chez nous, édité par TF1 Vidéo. Même topo que pour le précédent, on a le droit sur la galette au film en VOSTFR ou en VF, mais sans bonus à se mettre sous la dent. Absence de bonus, qui est doublement dommage, car le DVD américain bénéficiait d'un petit gros-métrage nommé Hellraiser No More Souls, réalisé par Gary Tunnicliffe, où il joue le rôle de Pinhead, voyant la fin de son règne arriver. Au-delà de la petite curiosité de découvrir un potentiel futur pour le personnage, c'est l'occasion pour les fans de voir pour la première fois un autre acteur incarner le prêtre des enfers,
et c'est aussi une des multiples pierres posées par Tunnicliffe, opérant depuis Hellraiser 3 sur les maquillages des Cénobites, qui lui permettront de réaliser un film de la franchise. Mais cela ne se fera pas avant 2018, avec le 10e volet de la saga, Hellraiser Judgment. Bref, encore une occasion manquée pour l'édition française en DVD. Je vous mets le lien du court-métrage en VO dans la description pour les plus curieuses et curieux d'entre vous. Bon, ce 7e opus se place comme un digne héritier de son prédécesseur. C'est vide, c'est pas intéressant, ça a une réalisation insipide, et les tentatives de se raccorder à la mythologie initiale de la saga sont là, mais l'exécution est au mieux bancale ou tout simplement loupée. Je maintiens que le pitch de base avait du potentiel, et que si on y avait ajouté de la matière ainsi que du budget, il y avait moyen d'en tirer un film potable. Mais en l'état, c'est un énième gâchis de temps et d'argent. Je donne peut-être l'impression de tirer gratuitement depuis plusieurs vidéos sur des films déjà réputés mauvais. Mais force est de constater que malgré la bonne volonté de Rick Botta et de ses équipes, pour respecter le matériel original, le résultat qui nous est parvenu n'est vraiment pas terrible. Et malheureusement, la suite n'annonce rien de bon à l'horizon, car le prochain volet et 8e opus de la franchise fut tourné dans la foulée, avec toujours Rick Botta à la réalisation, ainsi qu'une partie de l'équipe de ce film. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Sur ce, c'est ici que je vous quitte, en espérant que cette vidéo vous aura plu et qu'on se reverra pour la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!